19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'armée d'occupation sioniste poursuit ses massacres à Gaza et alourdit le bilan des victimes à 39 699 martyrs. Alors que la région moyen-orientale vit plus que jamais sous la menace d'une escalade de grande ampleur, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis appellent à reprendre les négociations dans l'objectif d'arriver à un cessez-le-feu à Gaza. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite l'athlète Jamel Sedjati pour sa qualification en finale du 800 mètres lors des Jeux Olympiques Paris 2024. Les efforts inlassables déployés par la diplomatie algérienne au niveau international sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, couronné par l'adoption du texte d'une convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité. Et puis nous irons au Royaume-Uni qui se trouve en alerte alors que le risque d'un retour aux violences persiste. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'actualité de ce vendredi, toujours dominée par le génocide sioniste à Gaza. L'occupant sioniste poursuit ses frappes sur l'enclave palestinienne et fait des dizaines de victimes. Selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes, 39 699 civils palestiniens ont été tués et 91 722 autres blessés. Depuis le début du génocide le 7 octobre dernier, des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres. Les secouristes en quête de survivants après une frappe nocturne sur une maison à l'est de Jabalia. Plusieurs blessés ont été transportés vers l'hôpital le plus proche. Pendant la nuit, les avions de chasse de l'occupation ont ciblé la maison de la famille Hawila à l'est du camp de réfugiés de Jabalia, dans la zone d'Assika. Ils ont visé cette maison alors que ses habitants se trouvaient à l'intérieur et nos équipes ainsi que celles des services médicaux travaillent toujours sur place et recherchent les personnes disparues sous les décombres de cette maison. Nous avons récupéré plusieurs blessés. Nous dormions tranquillement, il n'y avait rien. Nous ne savions pas ce qu'il allait se passer. À 2 heures du matin, à 2 heures du matin, une frappe a eu lieu. Les enfants étaient terrifiés, les femmes étaient blessées. Qu'est-ce qu'elles ont à se reprocher? Qu'avons-nous fait, nous et nos enfants? Rassemblés devant l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, plusieurs Palestiniens ont fait leurs adieux à leurs proches tués lors d'une frappe qui a donc ciblé le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Gaza. Regardez. L'Organisation des Nations Unies, choquée par les propos d'un ministre sioniste, le haut-commissaire Volker Türk se dit consterné par les propos du ministre selon lequel il serait justifié et moral de laisser mourir de faim 2 millions de Palestiniens à Gaza pour libérer des otages. Le haut-commissaire est choqué et consterné par les propos du ministre Smotrich, selon lequel il serait justifié et moral de laisser 2 millions de Palestiniens à Gaza mourir de faim pour libérer les otages. Il condamne avec la plus grande fermeté ces propos, qui incitent également à la haine contre des civils innocents. De telles déclarations, en particulier de la part de fonctionnaires, doivent cesser immédiatement. Elles doivent faire l'objet d'une enquête et, s'il s'avère qu'elles constituent un délit, elles doivent être poursuivies et sanctionnées. Et sachez que l'armée sioniste a une nouvelle fois renouvelé les ordres d'évacuation aux habitants de l'est de Khan Younes, les obligeant à se diriger vers l'ouest en direction d'Al-Mawassi, désignée comme zone humanitaire mais déjà surpeuplée de déplacés venus des 4 coins de l'enclave. Les détails, Souheila Kilal.
Des flots de familles une nouvelle fois sur les routes. Ballottés d'un endroit à un autre sans réellement savoir où aller, les plus chanceux évacuent à bord de véhicules ou à dos de charrettes. Pour les autres, nul choix que de marcher sous le soleil, au milieu des ruines, sur des routes escarpées. Qu'ils soient jeunes, âgés, enfants, malades ou en bonne santé, tous doivent quitter Khan Younis sous l'ordre d'évacuation de l'armée sioniste. L'armée nous a envoyé des tracts, alors nous avons quitté la zone. Nous ne savons pas où nous allons. Il n'y a aucun endroit sûr ici. Ils ont frappé partout, ils ont déjà frappé El Mawassi et beaucoup de gens ont été tués. Nous fuyons le feu, nous fuyons avec nos enfants à cause de la peur. Ils ont dit d'aller dans les zones humanitaires, mais il n'y a aucun endroit sûr ici à Gaza. Tout est détruit et endommagé. 10 mois qu'ils subissent les pires sévices. Bombardés, affamés, déplacés, privés de leurs droits les plus basiques. Impuissants, les Gazaouis ne savent plus à quel sein se vouer. Nous sommes fatigués, nous voulons mourir chez nous, mais nous ne pouvons pas. Ils ont pris nos enfants, ils ont pris nos affaires, nous sommes jetés à la rue. Nous n'avons ni nourriture ni eau, nous ne trouvons même pas de médicaments. Cette énième vague de déplacements forcés témoigne une nouvelle fois du manque de considération et de respect dont fait preuve l'entité sioniste envers les habitants de Gaza. Des tracts pour leur signifier de partir à n'importe quel moment, du jour ou de la nuit. À croire que l'entité sioniste a oublié que l'esclavage a été aboli depuis des décennies et qu'un être humain ne peut disposer de ses semblables à sa guise. Sans état d'âme, l'armée d'occupation sioniste a publié une vidéo montrant, selon sa description, ses activités génocidaires et ses attaques contre les populations palestiniennes dans le sud et le centre de Gaza. Pendant ce temps, les rescapés, eux, constatent les dégâts causés par une frappe sioniste sur le camp de réfugiés de Nusayrat. Dépités, ils témoignent. Nous dormions, mais vers 1h10 du matin, nous avons été surpris par une explosion. Je ne savais pas quelle était la maison qui était visée. Depuis 24 heures, j'ai les fenêtres ouvertes, je ne les ferme pas. Nous avons été surpris par cette explosion. Ce qui s'est passé est surprenant. Nous avons perdu 4 personnes, 2 filles et 2 garçons, nos voisins. Que dire? Comme vous pouvez le constater, nous le voyons de nos propres yeux, ils sont des civils et aucun d'entre eux n'était recherché pour être pris pour cible. Non, ils étaient des civils. Je vous le disais en titre, alors que l'armée d'occupation poursuit sa guerre génocidaire contre les civils à Gaza et que la région moyenne-orientale vit plus que jamais sous la menace d'une escalade de grande ampleur, une déclaration commune publiée par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis appelle à reprendre les négociations dans l'objectif d'arriver à un cessez-le-feu et d'arrêter au plus vite une guerre qui dure depuis plus de 300 jours. Sofiane Barouti. Alors que l'armée d'occupation sioniste poursuit quotidiennement sa guerre génocidaire, avec son lot de massacres et de crimes caractérisés contre la population civile à Gaza, assiégée depuis plus de 300 jours. Malgré l'ampleur des moyens mobilisés par l'armée d'occupation et leur infamie, la résistance nationale palestinienne continue de faire face courageusement et d'infliger des pertes quotidiennes aux troupes du régime colonial. La désignation de Yahya Sinwar au poste de président du bureau politique du Hamas est pour beaucoup d'observateurs un signal de détermination dans la poursuite de la résistance et la défense des droits fondamentaux du peuple palestinien. Les propos du ministre des Finances du gouvernement fasciste de Benjamin Netanyahu déclarant l'intention d'affamer plus de 2 millions de Palestiniens ont encore choqué le monde et provoqué une large vague d'indignation dans l'opinion publique internationale. Dans une conjoncture très chargée et menaçant d'une escalade sans précédent qui peut survenir à n'importe quel moment au Proche et au Moyen-Orient, les tentatives pour parvenir à une solution diplomatique de désescalade et de mettre fin au conflit se multiplient. Les pays de la région expriment unanimement leur inquiétude quant à la possibilité d'une intensification du conflit au Proche et au Moyen-Orient, alors que le déploiement militaire, notamment américain, n'a jamais été aussi conséquent dans cette région.
Dans ce sillage, une déclaration trilatérale publiée conjointement par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis appelle à reprendre les négociations le plus tôt possible dans la perspective d'arriver à un cessez-le-feu. Dans l'esprit de l'initiative qu'avait proposé le président américain Joe Biden fin mai dernier, des sources américaines ont néanmoins révélé qu'il serait compliqué d'arriver à un tel résultat à court terme, étant donné les complications enregistrées. Pour rappel, une résolution du Conseil de sécurité proposée par l'Algérie a déjà été votée, mais n'a jamais été appliquée. Celle-ci implique l'arrêt des opérations militaires génocidaires, le retrait de l'armée d'occupation de la bande de Gaza, mais aussi l'acheminement des aides humanitaires et médicales d'urgence à une population qui vit une situation dramatique. Le régime d'occupation, pour sa part, n'en finit pas de fouler aux pieds le droit international humanitaire et à chercher une escalade belliqueuse en transgressant toutes les conventions, notamment après l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran et celui de Fouad Chokr à Beyrouth, en violation de la résolution 1701, mettant ainsi toute la région et bien au-delà sur des charbons ardents. Et sachez également qu'un drone sioniste a mené ce vendredi une frappe sur la localité de Nakoura, dans le sud du Liban, faisant 2 martyrs. Les avions de guerre de l'entité sioniste ont également ciblé la périphérie des villes de Dermimas et de Kafr Kila, tandis que ces avions de reconnaissance ont survolé l'espace aérien du sud du Liban. Voilà donc à propos des atrocités perpétrées par l'entité sioniste. Tout de suite, direction le continent pour la suite du journal. À l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité ce vendredi l'athlète algérien Djamel Sedjati suite à sa qualification en finale du 800 mètres des Jeux Olympiques Paris 2024. Vous êtes à un pas de la médaille d'or et vous la décrocherez avec l'aide de Dieu, a écrit le président de la République sur sa plateforme X. Djamel Sedjati, meilleur performeur de l'année 2024, continue de faire rêver tout un pays. Ce matin, lors des demi-finales donc, du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a franchi la ligne d'arrivée en tête de sa série avec un temps de 1 minute 45 secondes et 8 centièmes, se qualifiant ainsi directement pour la grande finale. Et puis quant à lui, Mohamed Ali Gouaned, il ne disputera pas la finale, mais se dit très honoré d'avoir atteint ce stade du tournoi. Je vous propose de les écouter tous les deux. Dieu merci, cet exploit provient de lui et grâce au soutien de mes parents. Je remercie également mon entraîneuse, la championne olympique Béné Damrah, qui veille sur moi. J'espère de tout mon cœur que l'hymne national retentira de nouveau ici à Paris. La course ne sera pas facile en finale, mais si Dieu le veut, je serai prêt psychologiquement pour rendre le peuple algérien heureux. J'espère que les 4 athlètes restants remporteront des médailles olympiques pour l'Algérie. Cela me fait plaisir qu'à seulement 21 ans, je sois arrivé au même rang que Iman Khalif, Yasser Triki et Djamel Sedjati, qui est un camarade dans la même discipline. J'espère, si Dieu le veut, qu'ils triompheront pour nous rendre heureux en tant que sportifs et en tant que peuple algérien. En athlétisme, toujours, le sauteur algérien Mohamed Yasser Triki visera pour sa part une place sur le podium du très relevé au concours du triple saut dont la compétition se déroule en ce moment même. Et puis à partir de 21h50 heure algérienne, tous les regards seront braqués vers Roland-Garros où la boxeuse algérienne Iman Khalif se prépare à disputer dans environ 2 heures le combat le plus important de sa carrière face à la chinoise Yang Lia. C'est lors de la finale olympique de la boxe féminine. Khalif est sur le point de marquer l'histoire en tentant de décrocher la première médaille d'or en boxe féminine pour l'Algérie. Mohamed Ali Ben Chaban.
Dans environ 2 heures, le stade de Roland-Garros vibrera au rythme d'une finale féminine historique dans la catégorie des moins de 66 kg. La boxeuse algérienne Iman Khalif s'apprête à monter sur le ring pour le combat le plus déterminant de sa carrière face à la chinoise Yang Lia. Une victoire pourrait lui permettre d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales en remportant la première médaille d'or en boxe féminine pour l'Algérie. Une vraie réussite, une vraie fierté pour la femme algérienne. Ce combat, cette victoire, elle n'a pas gagné, elle l'a arraché. Inch'Allah, elle nous ramène la médaille d'or. Inch'Allah. Elle nous l'apportera la médaille d'or, c'est sûr. C'est pour l'Algérie, c'est pour l'humanité, c'est pour la femme. Et pour la Palestine. J'espère qu'elle va terminer sur une bonne note et ce sera de l'or. L'objectif, c'est de l'or. Et je trouve ça tellement injuste, au lieu de féliciter son parcours, de la déshumaniser à ce point. Elle en a pleuré, et j'en ai pleuré quand elle a pleuré. Voilà, je trouve ça vraiment cruel. Donc voilà ce que je ressens. Je suis meurtrie et en même temps très enthousiaste. Parce que pour moi, une grande boxeuse. Exceptionnelle depuis le début de son parcours, Iman Khalif a dominé tous ses adversaires avec une combinaison rare de puissance et de technique. Ce soir, elle est à un pas de réaliser son rêve et de faire vibrer toute l'Algérie. Ce duel s'annonce épique, mettant en scène 2 boxeuses au sommet de leur art, chacune disposant d'atouts qui peuvent faire basculer le combat. Yang Lia, connue pour sa rapidité et sa précision, représentera un défi de taille, mais Iman Khalif a montré qu'elle était prête à tout pour triompher et offrir la 2e médaille d'or à l'Algérie. La tension monte à mesure que l'heure du combat approche. Les supporters algériens présents en masse à Paris et ceux qui suivront depuis chez eux espèrent voir Iman lever le poing en signe de victoire. Iman est une source d'inspiration pour les millions de jeunes athlètes à travers le pays et le continent africain, prouvant que même lorsque les obstacles sont immenses, la détermination l'est doublement. Et dans un entretien exclusif accordé à Al24 News, la gymnaste et championne olympique Kéliane Moore exprime son entière solidarité à sa compatriote Iman Khalif. Regardez. Je l'encourage très fortement et je suis beaucoup derrière elle et j'espère qu'elle va y arriver. Dans un tout autre dossier, les efforts inlassables déployés par la diplomatie algérienne au niveau international sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune ont été couronnés ce jeudi par l'adoption du texte d'une convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité qui vient s'ajouter aux nombreux succès que l'Algérie n'a cessé de remporter. Ce texte représente un succès qui a couronné 3 années consécutives de négociations intenses avec l'ensemble des États membres immédiatement après l'adoption de ce texte de la Convention. Les États participants ont salué le niveau de professionnalisme et d'impartialité qui a caractérisé le travail de la présidence algérienne du comité dans la conduite de ce processus de négociation complexe. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies mettent en garde contre l'escalade des risques auxquels sont confrontées les populations au Soudan et en particulier les enfants si aucune aide d'urgence ne peut être apportée aux communautés prises au piège dans les zones où les conflits font rage. Le Soudan, toujours de fortes pluies et des inondations aggravent la situation des déplacés soudanais plus d'1 an après le début d'une guerre qui oppose l'armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide. Dépités, les déplacés témoignent. L'école a été inondée pendant que nous dormions. Nous nous sommes réveillés et avons découvert qu'elle a été submergée. Les véhicules ont coulé et nous avons perdu tous nos affaires dans l'eau. Je jure que nous avons perdu tous nos biens. À retenir également ce vendredi que Carles Puigdemont, leader indépendantiste catalan visé par un mandat d'arrêt pour son rôle dans la tentative de sécession de 2017, est en fuite après une brève apparition à Barcelone avant de disparaître se jouant du vaste dispositif policier. La police de son côté exclut sa sortie de la ville.
Je n'accorderai jamais de crédibilité à ce que dit son entourage parce qu'il désinforme. Je n'exclus pas qu'il le soit encore à Barcelone. Nous n'avons qu'une preuve objective que Puigdemont se trouve en Belgique. Je tiens à préciser qu'à aucun moment la détention de Carles Puigdemont n'a été négociée. Nous n'avons rien négocié ni convenu avec Carles Puigdemont ou son entourage. Depuis quelques jours, c'est une vraie bataille qui oppose les forces de Kiev à celles de Moscou. La bataille de Koursk, une incursion ukrainienne de grande ampleur où les combats durant 4 jours consécutifs font rage de nuit et comme de jour des deux côtés de la frontière. Les autorités respectives demandent aux habitants d'évacuer les zones. Les détails, Karim Bouaziz. Le choc russo-ukrainien se nomme depuis quelques jours Koursk, région russe où l'armée de Kiev a déployé une offensive de grande ampleur. De nuit comme de jour, les soldats russes sont visés par d'incessantes attaques de drones. Les régions limitrophes ne sont pas en reste. Des combats ayant permis aux forces ukrainiennes de s'enfoncer sur plusieurs kilomètres au sein du territoire russe. L'armée ukrainienne met les gros moyens avec 1000 soldats, une vingtaine de chars, plusieurs blindés pénétrant cette région frontalière avec l'Ukraine. Le chef de l'état-major russe, Valery Gerasimov, reconnaît l'intensité des combats, tout en affirmant que ces incursions ont été stoppées par des frappes de l'aviation et de l'artillerie russe. De son côté, le gouverneur de la partie ukrainienne fait état de l'évacuation de 6000 personnes dans cette zone frontalière. 4 jours donc, 4 jours de combats consécutifs, y compris la journée de vendredi, avec des attaques de drones ukrainiens sur les régions russes, comme dans la nuit d'hier, revendiquées par Kiev, notamment l'attaque contre une base aérienne dans la région de Lipetsk, affirmant avoir touché un dépôt de munitions. Un important incendie s'y est déclaré, ainsi qu'une centrale électrique également touchée. De son côté, Moscou parle de forces russes ayant abattu dans la nuit un total de 75 drones ukrainiens au-dessus d'au moins 7 régions et détruit en mer Noire 7 drones navals se dirigeant vers la péninsule de Crimée. Mais l'armée russe, malgré ses communiqués, a du mal à cacher une sorte de désarroi, à voir certains indices, comme plusieurs comptes influents d'analystes militaires russes qui ne cachent pas leurs critiques à l'endroit du commandement militaire du pays. Ils vont même jusqu'à parler d'échec contre l'incursion ukrainienne. L'ennemi a accumulé des forces depuis 2 mois pour cette attaque, a estimé la chaîne Telegram Ribar, suivie par plus d'1 million d'utilisateurs et réputée proche des forces russes. Direction le Royaume-Uni à présent, le pays est en alerte face au risque de violence malgré un retour au calme après 10 jours d'émeutes racistes et islamophobes, une situation qui en dit long sur la société britannique en proie à la division et à la montée des extrêmes. Safwan Ben Sabri. Une parole raciste qui se libère, une islamophobie décomplexée et un déchaînement de violence rythment désormais les jours et les nuits des Britanniques. Le Royaume-Uni dans la tourmente depuis plus d'1 semaine, le pays fait face à des émeutes d'une ampleur inédite et qui ont dit long sur une société en proie à la radicalisation. Derrière ces émeutes, c'est tout un modèle de société qui est ouvertement remis en question et le modèle d'intégration qui va avec. Le melting pot à la britannique, modèle anglo-saxon d'intégration basé sur le mélange d'éléments hétérogènes pour former un ensemble homogène universel. Un modèle loin d'être accepté par tous au Royaume-Uni, alors que la montée des extrêmes réveille les relents identitaires. Pour une frange de la société britannique, à l'heure de la montée des blocs identitaires partout en Europe, le Royaume-Uni n'est plus cet îlot qui garantit l'accueil des étrangers. Empêcher l'arrivée des personnes dont vous ne savez rien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour être juste, je ne plaisante pas. Je parle du logement de tous ces immigrés qui arrivent. On les voit tous dans les rues. C'est une honte. Ces gens qui viennent d'arriver sur les bateaux, qu'ont-ils fait pour le pays? Rien. Les émeutes au Royaume-Uni sont aussi le symptôme d'une société divisée, de visions irréconciliables, menant parfois à l'affrontement physique. Physiquement, nous devons arrêter les fascistes. C'est le seul moyen qui n'ait jamais fonctionné dans le passé. Si nous regardons dans l'histoire, nous les avons arrêtés à Cable Street en 1936
et dans les environs à East End. Nous les avons arrêtés ici il y a une dizaine d'années. Et en fin de compte, c'est la seule chose que les fascistes comprennent, c'est la mobilisation de masse, la mobilisation de la classe ouvrière contre eux. Les événements qui secouent le Royaume-Uni posent en réalité une question qui traverse toute l'Europe, à savoir si oui ou non le vivre ensemble est possible dans le vieux continent. Le porte-parole des Nations Unies, Liz Throssell, dénonce l'adoption d'un projet de loi au Pérou qui interdit les poursuites pour les crimes contre l'humanité commis avant 2002. Cette loi contrevient aux obligations du pays en vertu du droit international, dit-elle, dans un contexte plus large de recul des droits de l'homme et de l'état de droit au Pérou. Cette loi contrevient aux obligations du pays en vertu du droit international et constitue une évolution troublante dans le contexte d'un recul plus large des droits de l'homme et de l'état de droit au Pérou. Le manque d'obligation de rendre des comptes pour ces crimes lorsqu'ils ont été commis risque de mettre en péril les droits de la vérité, à la justice, aux réparations et aux garanties et non-répétition pour des milliers de victimes de graves violations au Pérou. Les conditions météorologiques qui ont favorisé les incendies dévastateurs dans le Pantanal brésilien en juin dernier, combinant chaleur et sécheresse et vent, ont été plus intenses et rendues donc plus probables en raison du réchauffement climatique. Les pompiers luttent contre ces incendies, augurant d'un début de saison difficile. Et au Bangladesh, alors que les policiers sont en grève depuis la démission de l'ex-première ministre autocratique, Sheikh Hasina, les jeunes étudiants qui l'ont chassé du pouvoir ont décidé de faire le travail eux-mêmes. Notre pays ne peut pas rester à l'arrêt, déclare une étudiante de 22 ans alors qu'elle fait la circulation à un carrefour. J'espère que la guerre s'arrêtera et que la paix se répandra et que les gens pourront rentrer chez eux. Ce que je souhaite le plus, c'est que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité, car rien ne peut remplacer le confort d'un foyer. Quoi que fassent les organisations, rien n'est comparable au fait d'être chez soi. Après la démission de la première ministre, la police ne remplit plus ses fonctions. Nous nous sommes également heurtés à la police, comme vous avez pu le voir. C'est pourquoi la police n'est plus en service. C'est nous qui remplissons leurs fonctions. Notre pays ne peut pas rester à l'arrêt, alors au lieu que la police fasse son travail, c'est notre peuple qui doit s'en charger. À retenir également que les gardes-côtes des Philippines et du Vietnam ont tenu ce vendredi des exercices conjoints au large de Manille, une première entre les deux pays en conflit maritime avec Pékin. En mer de Chine méridionale, la Chine revendique la majeure partie de cette voie d'eau stratégique, bien qu'un tribunal international ait jugé que cette affirmation ne reposait sur aucune base juridique. De leur côté, les Philippines, le Vietnam et plusieurs autres pays revendiquent divers îles, îlots, récifs et hauts fonds. Et en Chine, une puissante explosion a ravagé ce vendredi un porte-conteneur dans un port de l'est du pays. Aucun mort ni blessé n'ont été signalés dans l'immédiat, malgré des images montrant une boule de flammes qui a ravagé donc une grande partie du pont du navire et pulvérisé des débris aux alentours. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité de ce vendredi 9 août. On passe tout de suite à l'invité du 19h. Et pour cette partie, on a choisi ce soir de s'intéresser aux violences urbaines qui se multiplient au Royaume-Uni. Les villes s'enflamment les unes après les autres. Cela fait une semaine que le pays est confronté à des scènes de violences racistes inédites après la circulation d'informations démenties sur le profil de l'auteur présumé d'une attaque au couteau dans un cours de danse où 3 fillettes de 6 à 9 ans ont été tuées à Southport.
Une attaque faussement attribuée à un migrant musulman. Alors à quoi peut-on s'attendre avec cette montée de la xénophobie dans le pays? Est-elle prémisse de guerre civile? On en parle ce soir avec notre invité Manuel Pouchelet, expert des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors Manuel Pouchelet, comment expliquer une telle poussée de violence au Royaume-Uni? Actuellement, si vous voulez, le Royaume-Uni fait face à une crise économique sans précédent, surtout depuis le Brexit. Et puis on s'aperçoit que le nouveau gouvernement britannique qui a été élu récemment est incapable de répondre à la population qui s'inquiète, non seulement d'immigration, mais surtout en dehors de cela. C'est un peu facile comme sujet, si vous voulez, dans la mesure où c'est une population qui est dans le nord de l'Angleterre, qui souffre déjà d'une crise économique sans précédent, mais qui remonte en fait aux années 80, où, si vous voulez, il a fallu reconvertir toute cette région du nord de l'Angleterre, qui était essentiellement minière, à de nouvelles industries où il n'avait pas forcément la manœuvre. Donc forcément, si vous voulez, aujourd'hui, vous vous retrouvez confronté l'été, le plus souvent, à ce genre de manifestation. C'est aussi un premier banc test pour le nouveau gouvernement qui vient d'arriver. Le Premier ministre britannique s'est exprimé sur le sujet en parlant de fermeté envers les auteurs. Mais une chose est sûre, ce sont des événements inquiétants, mais de là à parler de guerre civile, il est encore trop tôt. Très bien. Alors, Manuel Pouchelet, il y a eu beaucoup de fausses informations concernant le meurtre des 3 fillettes. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'était prémédité? L'extrême droite britannique avait-elle pour objectif, dès le début, de pointer du doigt l'immigration ou encore l'islam, ou est-ce qu'elle a tout simplement surfé sur la vague? Je pense qu'elle a surfé sur la vague, si vous voulez. Les Britanniques sont d'habitude une terre d'accueil pour les migrants. Mais là, ce qui est différent, si vous voulez, par rapport à la migration habituelle, c'est que le migrant a des origines, rwandaises, alors que d'habitude, les migrants qui sont intégrés, qui s'intègrent en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni dans son ensemble, sont essentiellement des anciens pays qui ont été colonisés, qui sont membres, plutôt devrais-je dire, du Commonwealth of Nations. Donc, ce sont des gens qui s'intègrent. Maintenant, de là à opposer ces populations au niveau religieux et ethnique, c'est encore un peu trop délicat, mais une chose est sûre, c'était peut-être l'événement de trop, n'oublions pas, nous sommes dans une région qui est sinistrée économiquement. Je rappelle aussi que l'État britannique n'est pas forcément aussi en mesure de proposer des aides à cette population qui a besoin, si vous voulez, d'une écoute beaucoup plus attentive, ce qui ne l'est. Nous sommes quand même assez éloignés de Londres, donc forcément la création de distance fait que, mais aussi, vous savez, j'ai un peu peur, moi ce qui me fait un peu plus peur dans cette affaire, c'est que le Royaume-Uni renoue avec le hooliganisme qui a, on va dire, dominé une bonne partie des années 80. Et là, c'est en effet un sujet inquiétant. Mais Manuel Pouchelet, est-ce que vous pensez que, tout à l'heure, on l'a vu dans un sujet qui a été donc diffusé un peu plus tôt, on disait le modèle anglo-saxon qui garantissait jadis l'accueil des étrangers, est-ce qu'il serait, selon vous, en train de battre de l'aile? Je pense que non seulement c'est le système anglo-saxon qui pourrait battre de l'aile ou qui bat de l'aile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en crise. Le Brexit a accéléré les choses côté britannique, mais je vous ferai remarquer qu'on peut parler de toute l'Europe. L'ère Merkel avec l'accueil des migrants est terminée. Vous avez le même genre de violence en Allemagne, notamment l'ancienne partie est du pays, où l'accueil est devenu très compliqué. Ils sont même obligés de fermer des centres d'accueil et également de revoir leur politique migratoire. Mais finalement, ce qui se passe en Angleterre se passe également dans d'autres pays d'Europe. Je peux vous citer la Suède, je peux aussi vous citer le Danemark. Et puis bien entendu en France, actuellement, on a eu la publication des derniers chiffres, par exemple, de l'antisémitisme et des actes antisémites en France qui ont été multipliés par 3 en moins d'1 an. Preuve en est qu'il y a quand même une inquiétude. De toute façon, cette poussée migratoire en Europe, les Européens en ont conscience. Ils en ont aussi besoin pour pallier des métiers qui sont en déficit, si vous voulez, de personnes, de travailleurs, excusez-moi. Et il faut bien sûr, il faut le prendre en compte. Maintenant, la Grande-Bretagne a une particularité, si vous voulez, c'est qu'elle vivait dans cette forme de communautarisme qui était habilement arbitré, ou si vous voulez, même autour de Londres, les communautés, j'allais dire, cohabitent en bonne intelligence. Mais voilà, le nord de l'Angleterre répond à une particularité qui est cette difficulté économique qui s'est accentuée, qui a été accentuée, si vous voulez, avec la fin de l'activité économique précédente qui avait dominé le 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle et force est de constater que cette reconversion est encore à la peine.
Alors justement, Manuel Pouchelet, selon certains observateurs, le pays rencontre une certaine instabilité qui serait due notamment aux nombreux premiers ministres qui ont succédé à Tony Blair. Ils affirment aussi que depuis 2011 on le rappelle, où il y avait déjà eu des manifestations, les plus importantes émeutes qu'ait connues le pays. Donc depuis 2011, les Britanniques s'attendent à de nouvelles émeutes car les conditions socio-économiques sont au moins aussi mauvaises qu'à l'époque. Pensez-vous qu'on peut mettre en cause justement ces conditions socio-économiques? Oui, vous pouvez de toute façon, ça me fait penser un petit peu, vous savez, l'histoire se répète, ou même bégaye, si je puis me permettre, parce que quand vous regardez, on a un petit peu, j'ose pas dire, dans le même cas de figure que de l'Allemagne de 1929 et de 1933, ou 1929 aux États-Unis, mais je peux vous garantir une chose, l'Angleterre, depuis qu'il y a eu le Brexit, vit très mal. Vous avez déjà deux clans qui s'opposent entre les pro-Brexit et les anti-Brexit, et puis en même temps, vous avez une économie qui bat de l'aile. Je vous ferai, pour info, le roi Charles III, quand il a été nommé, dans son discours, il a parlé qu'il avait besoin de l'aide du Commonwealth pour assurer son économie. Ensuite, la succession, si vous voulez, des premiers ministres britanniques répond à une forme de logique qu'avait évoquée un premier ministre britannique qui s'appelait M. Gordon Brown. Et quand il a dit si nous ne faisons pas le job, on nous demande de partir. Et si vous voulez, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, les dernières élections ont voulu mettre au pouvoir une nouvelle majorité. Je vous rappelle qu'en Angleterre, c'est une forme de bipartisme. Mais il y a un mais. En 2024 est arrivée quand même une extrême droite avec M. Nigel Farage, qui s'exprime quand même à hauteur de entre 12 et 18%, ce qui n'est pas rien. Donc, si vous voulez, il faut le prendre en compte. Maintenant, ce qui se passe dans le nord de l'Angleterre est quand même aussi une forme d'affrontement entre communautés qui aujourd'hui ne se supportent plus. Mais je vous rappelle qu'il y a l'abandon du gouvernement en termes d'aide sociale pour ces populations. C'est ce qui accentue aussi ce mouvement, bien entendu. Mais quelle serait la solution justement pour l'arrêt de ces affrontements ? L'arrêt de ces affrontements, si vous voulez, c'est d'avoir des politiques qui sont un peu plus à l'écoute d'une population où, si vous voulez, même en France, on l'a remarqué, il y a ce qu'on appelle une rupture. Aujourd'hui, vous avez aussi le discours de l'extrême droite, et là, ça devient inquiétant. On le voit en Angleterre, même en Allemagne, ou peu importe les pays d'Europe. Il y a une forme de décomplexion dans ce discours. D'ailleurs, quand vous entendez la classe politique, peu importe le pays, on dit ouvertement que l'on est raciste et que l'on va prendre des mesures. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut retrouver rapidement une stabilité économique, mais je pense qu'il y a aussi une limite que certains politiques ont voulu imposer à certaines populations. Vous savez, c'est cette cohabitation qui malheureusement ne fonctionne pas. Alors, pour information, il faut savoir que quand vous observez les heurts communautaires, ce sont souvent ni plus ni moins que la réplique des heurts qui déjà étaient existants dans les pays d'origine. Je pense notamment en Suède, où vous avez la ville d'Uppsala, où vous avez une augmentation de la criminalité de 87% ces dernières années. Pourquoi ? Parce que les autorités suédoises ont fait l'erreur, si vous voulez, de mixer des populations qui déjà ne se supportaient pas dans leur pays d'origine. La guerre aidant, sur leur territoire, donc il y a eu cette migration forcée. Et forcément, quand vous migrez, vous venez aussi non seulement avec vos qualifications, mais malheureusement aussi avec vos problèmes. Et c'est ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. Sauf qu'ici, la communauté est beaucoup plus ancienne, mais une bonne partie des informations que j'ai pu obtenir sur cette situation que vous me présentez ce soir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'intervenants extérieurs aux villes où il y a ces émeutes. Et ça, c'est important de le souligner. Qu'est-ce que vous voulez dire par des intervenants extérieurs aux villes, justement ? C'est-à-dire que ce sont des personnes, comme on a pu le voir en France avec certains mouvements, qui sont là pour casser. Ils ne sont pas là pour résoudre, ils sont là pour casser et attaquer. Ça, cette forme de violence, elle est devenue réelle dans de nombreux pays d'Europe. D'ailleurs, en Allemagne, ils ont été obligés, dans l'ancienne partie Allemagne de l'Est, autour de Leipzig, ils ont été obligés de fermer des centres d'accueil. Vous l'avez vu en Angleterre au cours de vos journaux télévisés, vous avez même eu des hôtels qui accueillent des migrants qui ont été attaqués. Aujourd'hui, on s'attaque aux migrants, on s'attaque aux valeurs qu'ils représentent, et aussi on s'attaque à une partie de l'avenir de l'Europe où, de toute façon, elle ne pourra pas faire sans immigration. C'est impossible. Aujourd'hui, nous avons en Europe une population qui est vieillissante. Il faut que l'on revoie nos conditions d'accueil, nos conditions d'accès. D'ailleurs, je peux vous en parler en toute certitude. Moi-même, excusez-moi, ayant des fonctions de formateur, j'accueille des étudiants et des alternants étrangers pour qui c'est la croix et la bannière, excusez-moi cette expression, d'avoir des papiers, notamment des cartes de séjour, où aujourd'hui, même certaines autorités de tous les pays, si vous voulez,
augmente la difficulté pour les obtenir. En Allemagne, vous avez des cours d'allemand pour apprendre la langue. En Angleterre, c'est pareil. On glisse progressivement vers une sorte d'immigration choisie, c'est-à-dire des métiers en pénurie. C'est peut-être que là se trouverait la solution. Mais il faut de toute façon que l'État soit beaucoup plus à l'écoute de cette population qui économiquement se sent exclue, et aussi cette classe moyenne, puisqu'en fait c'est vraiment la classe moyenne qui est touchée de plein fouet, a l'impression de rétrograder. C'est là que devient le danger. Alors très bien, Manuel Pouchelet, vous évoquez justement la situation en Europe. Donc ces violences au Royaume-Uni, pour y revenir, sont-elles selon vous l'étincelle pour l'Europe? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres embrasements sur le reste du continent après les Jeux Olympiques de Paris, puisque là, pendant les Jeux Olympiques, il y a une sorte de trêve? On parlait de trêve, je pense que c'est un petit peu inexact. De toute façon, ce n'est pas un problème nouveau. Quand vous regardez ces images qui ont fait froid dans le dos, avec ces migrants qui étaient accueillis ou soutenus à bout de bras, ou même quand vous regardez les pays de l'Est, là je pense aux Balkans, à la Serbie ou même à la Pologne, qui avaient érigé des murs avec des barbelés pour refuser ce flux migratoire, avec des conditions d'accueil où même ces gens-là ont été battus par les gardes-frontières. Comme par hasard, là cette année on ne voit plus ce genre d'image. Mais je pense que si vous voulez, cette actualité est toujours bien réelle, sauf que les Jeux Olympiques actuellement nous en détournent. Pourquoi? Parce que pour l'instant c'est l'actualité. Maintenant, de là à ce que ça revienne dans le débat politique, ça l'a toujours été. Mais si vous voulez, ces derniers temps, avec les élections européennes ou même les élections législatives en France, vous avez quand même une lame de fond d'extrême droite qui s'exprime ouvertement, avec aujourd'hui une forme de raz-de-marée qui exprime un ras-le-bol. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui en Europe on assiste à un tournant, pour répondre plus précisément à votre question, et comme d'habitude le sujet de l'immigration va s'inviter, si vous voulez, au niveau du débat, puisque cela en fait le discours politique de nombreux partis extrêmes, et aujourd'hui certains gouvernements sont obligés de composer avec ces représentants, notamment soit dans leurs assemblées nationales respectives, ou parlements, ou même aussi au niveau du gouvernement. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que l'on ne peut pas exclure. Il faut que l'on écoute aussi cette voix un petit peu dissonante, où justement, même concernant la France, vous avez même un député français qui s'est rendu en Grande-Bretagne pour aider ses corélégionnaires britanniques. Donc vous voyez finalement, c'est là que ça devient inquiétant, c'est qu'aujourd'hui vous avez, et ça nous le remarquons même sur d'autres sujets, vous avez aujourd'hui des appuis de partis extrêmes respectifs qui se rendent visite et qui entretiennent certaines courtoisies, pourquoi pas des fois des échanges de fonds financiers. C'est là que ça devient inquiétant. Exactement, Manuel Pouchelet. Donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on a constaté ces derniers mois une importante montée de l'extrême droite en Europe. Les urnes l'ont démontré dernièrement en France. C'était aussi le cas en Italie, en Hongrie, en Pologne, aux Pays-Bas, avec une même ligne directive anti-immigration, anti-islam. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est en train de se refermer sur elle-même ? L'Europe se referme sur elle-même, et d'ailleurs, même peu importe que ce soit l'Europe ou d'autres pays d'Europe, elle se referme sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est en crise économique. Elle est en crise économique à cause de l'actualité on a tendance à l'oublier, le conflit en Ukraine, qui met à mal le secteur économique, notamment des petites et moyennes entreprises qui sont les principaux recruteurs, ainsi que les grands groupes. Aujourd'hui, on pourrait dire un petit peu comme on avait vu dans les années 70, on ne voit pas l'avenir, si je traduis le terme de « no future », si vous voulez. Et là, c'est inquiétant, mais en même temps, vous l'avez souligné vous-même, avec cette cohabitation où la religion s'invite. En France, la laïcité, vous savez, est un fer de lance, est un combat permanent de la République, et elle est mise à mal avec ces revendications qui, aujourd'hui, frustrent et cristallisent les populations contre d'autres minorités. Enfin bon, Manuel Pouchelet, la laïcité, vous en parlez, la laïcité, c'est quand ça les arrange, finalement. Je pense que la laïcité, non, c'est oui, comme vous le dites, certes, cependant, moi je trouve, excusez-moi d'être un peu dur, elle est un peu, des fois, souvent bon dos, cette laïcité. Oui. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que ce communautarisme est aussi, pour ces populations qui sont accueillies ou qui viennent, un moyen de s'intégrer, puisque quand vous êtes complètement déraciné, quand vous quittez un pays parce que c'est la guerre civile ou que c'est la guerre tout court, vous êtes obligé de rapidement retrouver vos repères. Ce sont aussi et là je parle de manière générale, c'est cette interculturalité auquel l'Europe n'est pas préparée. Il faut qu'elle s'y prépare. Pourquoi? Parce que c'est également son avenir.
Très bien. L'Europe aujourd'hui, Emmanuel Pouchelet, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu un danger pour les communautés minoritaires, notamment ces personnes qui donc quittent un pays en guerre, comme vous venez de le dire, pour aller s'installer en Europe, dans un pays où ils espèrent trouver mieux, mais où ils se trouvent finalement confrontés à des violences? Oui, il y a des violences. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une maladresse des autorités, en fait. Comme je vous l'avais tout à l'heure indiqué au niveau de la Suède, où ils font cohabiter des minorités qui déjà s'affrontent dans leur pays d'origine. Alors, que dire en Europe, finalement? C'est ni plus ni moins que la répétition, avec un peu plus de violence, bien entendu. Maintenant, je pense qu'aussi l'intégration, elle est difficile. L'enjeu, excusez-moi, de l'intégration de ces populations est difficile. Pourquoi? Parce que culturellement, il y a beaucoup trop de différences. Et il y a aussi une faculté d'adaptation. C'est là qu'est l'enjeu. Vous savez, l'accueil en Europe, moi-même, j'ai des alternants qui sont d'origine étrangère. Tout se passe bien, mais il suffit d'un rien sur un sujet qui, par exemple, est débattu ou présenté en cours pour que la situation dégénère assez vite, si vous voulez. C'est là, malheureusement, qu'est le problème. Mais je pense aussi, pour vous, comment dirais-je, vous résumer le tout, je pense à cette phrase de Winston Churchill en son temps qui disait « Un peuple qui ignore son passé est condamné à le revivre ». Et malheureusement, c'est ce qui semble se passer en Europe et c'est, hélas, un sujet. De toute façon, l'immigration, elle est multiple. Vous avez celle des conflits et à très court terme, d'ailleurs, un des ministres du président Sarkozy l'avait souligné, qui était monsieur Nicolas Hulot. Attention, la migration climatique va être beaucoup plus importante. Et là, l'Europe n'est pas préparée. Quand vous dites que l'Europe n'est pas préparée, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse justement pour être prête à cette migration climatique? Alors cette migration climatique, elle a été l'objet d'une politique établie avec la France et notamment les pays méditerranéens, où il y avait eu un grand sommet, où d'ailleurs M. Bachar el-Assad avait été invité, je vous parle de l'été 2008, et il était question d'assurer la sécurité de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, actuellement l'immigration se trouve aux portes de l'Europe. Oui. Elle va y pénétrer progressivement. Mais, comme vous pouvez l'observer, vous avez quand même, y compris dans les pays des Maghreb, en Afrique du Nord et puis surtout au Machrek, c'est l'accueil de ces réfugiés qui viennent, si vous voulez, s'ajouter. Moi, je pense au Liban, où il y a plus d'1 million de réfugiés syriens sur une population de 4 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, sachant que ces pays ne bénéficient pas d'aide, excusez-moi, hormis les ONG qui font du mieux qu'elles peuvent pour tenter d'accueillir ces populations. Malheureusement, on ne pourra pas bloquer, dans l'esprit des Européens, tenter de bloquer cette migration est le discours des partis extrêmes dont nous parlons ce soir, mais elle n'y arrivera pas. Au contraire, je pense qu'il faut peut-être tenter une autre solution, c'est-à-dire un accueil, et peut-être faire une politique que j'ai pu connaître, moi étant nettement plus jeune, qui est celle du Canada, une forme d'immigration choisie, où malheureusement ça a aussi ses travers, attention. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais l'affirmative action, donc de la discrimination positive. Où vous pouvez migrer en fonction de vos qualifications, de vos diplômes. Et je peux vous garantir qu'en Allemagne, maintenant, ils ont augmenté les tests de langue. Aujourd'hui, vous avez des cours de langue allemande, et ceux qui ne répondent pas aux tests, eh bien, ils sont invités à retourner, malheureusement. Très bien, merci Emmanuel Pouchelet. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier mot à nous donner donc, à propos de ces violences qui se déroulent au Royaume-Uni? Ces violences au Royaume-Uni, si vous voulez, sont localisées dans le nord du pays et risqueraient de peut-être provoquer d'autres foyers de violence dans d'autres pays d'Europe. De toute façon, cette situation sera observée par les services de sécurité intérieurs des pays européens, où justement cet éclatement inquiète. Elle inquiète non seulement en Grande-Bretagne, mais elle inquiète aussi dans d'autres pays d'Europe. Je vous ai mentionné la Suède, je vous ai mentionné l'Allemagne, et je peux aussi vous rajouter rapidement, pour conclure, le Danemark qui, lui, a une position ferme, et celui qui ne répond pas et qui ne satisfait pas aux exigences du gouvernement se voit condamné à devoir retourner dans son pays avec des mesures immédiates. Très bien, merci Emmanuel Pouchelet, merci donc pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci madame. Merci à vous. Et avant de clore cette édition, mesdames et messieurs, parlons d'un sujet un peu plus léger, le portrait de 90 athlètes de haut niveau, pratiquant une discipline olympique ou paralympique dans des clubs et associations sportives en France, sont exposés dans des endroits phares de la capitale, donc Paris, au moment donc du déroulement de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Découvrons ces portraits avec Maria Scheuer.
Des portraits de femmes, jeunes filles et fillettes amatrices de sport sont exposés à la mairie de Paris-Centre, à proximité de Fan Zones ainsi que dans les arènes de Lutèce à Mâcon. Prise par surprise, le photographe fait parler son humanité en offrant à ses athlètes une étincelle d'espérance qui traduit le rêve de tout amateur sportif, être photographié et publié. La personnalité de chaque femme photographiée et non pas forcément un exploit ou un geste sportif, c'est arrivé, évidemment, mais se pencher sur le côté humain. Un projet militant, c'est-à-dire que il y a très peu d'exemples de femmes à prêter et donc elles sont naturelles. De la souplesse de la gymnastique jusqu'à la force de la boxe, tout est photographié avec spontanéité. En noir et blanc, ces portraits nous plongent dans l'intériorité des personnalités singulières des athlètes, tout en reflétant le non-dit des choses. En tant qu'amatrice, c'est compliqué d'arriver à un niveau tel qu'on arrive à faire les Jeux Olympiques. Enfin, pour arriver à faire les Jeux Olympiques, c'est vraiment énormément de temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'entraînent 2-3 fois par jour et qui mangent sport, qui dorment sport, qui ne font que ça. La détermination, la force et la déception sont des états d'âme que le mélange du noir et blanc fait ressortir à travers ces clichés qui sont une manière singulière d'encourager le sport féminin et donner un coup de pouce pour atteindre la parité et l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine sportif. Et voilà, c'est avec ce reportage qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.